se retrouve aujourd'hui pour un numéro spécial car on est accompagné de Muriel Quereau, auteur du livre Ne rentre pas trop tard des éditions Flammarion. Ce livre retrace le combat d'Arnaud, son fils, contre la mélancolie et ses addictions avant d'être retrouvé sans vie à l'âge de 20 ans. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Muriel Quereau, je suis l'auteur du récit Ne rentre pas trop tard. Je suis la maman de 2 garçons, Arnaud, 20 ans pour toujours, et Mathis, 16 ans. Vous avez écrit donc ce livre sur l'addiction et la dépression de votre fils en empruntant sa voix. Pourquoi avoir fait ce choix ? Effectivement, c'est Arnaud. Je parle en son nom, je m'exprime en son nom. C'est sans doute une façon pour moi de continuer à lui tenir la main. C'est un choix qui s'est imposé à moi, je ne l'ai pas du tout décidé. C'est venu comme ça, tout naturellement. Il fallait qu'il raconte, lui, son histoire, par ma voix à moi, évidemment. J'ai essayé de parler en mon nom, parce que j'ai pensé que ce serait peut-être difficile à lire. Je pensais que ce serait une lecture posthume, un peu compliquée. Alors, avec le recul, je pense qu'effectivement, c'était pour le maintenir encore un peu vivant. Et puis, c'était aussi une façon pour moi de poser l'histoire de cette façon, avec un peu de recul, pour vraiment regarder une dernière fois ce qui s'est passé dans sa tête à lui. Justement, du coup, dans votre livre, on plonge dans son combat à lui, on plonge avec vous aussi l'entourage. Par quelle phase on passe quand on est dans l'entourage de quelqu'un qui est dépendant et donc avec aussi une forme de dépression et comment on vit, ou comment on survit dans cette période-là? En fait, les choses se sont passées de manière relativement progressive, puisque Arnaud n'est pas tombé tout de suite dans la dépendance au toxique, à l'alcool. Ça s'est fait de manière lente. Mais moi, ce qui me choquait, c'est que déjà très jeune, autour de l'âge de 16 ans, j'avais repéré que sa consommation d'alcool était importante. Donc, et c'est allé crescendo jusqu'à l'âge de 18 ans, où alors on sort le soir, on boit, même en semaine, ne se mettez pas dans des états d'ébriété comme ça tous les soirs, c'est pas possible à son âge, c'est beaucoup trop tôt, beaucoup trop excessif, et j'ai pas réussi en fait à lui faire entendre raison. On a échappé très vite à ce moment-là, donc on est rentré dans une bagarre, très rude. Donc il y a eu cette première phase d'opposition importante. Je lui disais, tu es mineur, tu restes donc à la maison, fais comme il faut faire, c'est-à-dire aller en cours et sortir éventuellement le week-end, mais pas boire ces quantités-là. Et puis il a eu 18 ans et là il s'est senti adulte. Donc la consommation d'alcool a progressé très nettement. Et en fait j'ai compris que l'alcool, c'était un anxiolytique pour lui. Il n'a jamais aimé boire vraiment le goût de l'alcool. Je ne crois pas. Je crois qu'il utilisait l'alcool comme un anxiolytique qui faisait son effet sur les neurotransmetteurs, puisqu'il disait que ça le calmait, que ça l'apaisait beaucoup. Donc il est entré dans un engrenage comme ça, jusqu'à ce que je lui fasse entendre qu'à mon avis, il était devenu dépendant à la substance. Donc autour de l'âge de 18 ans. Et ça a été très compliqué de l'amener à consulter. Il y a eu des périodes d'extrême affrontement. Il a été dans le déni assez longtemps. Mais tous les jeunes boivent. Voilà. Tous mes potes boivent à la fac, en première année de fac. Ils ont les fameuses soirées, ils avaient les fameuses soirées étudiantes du jeudi soir où Arnaud se mettait dans des états impensables. Et puis ça continuait le vendredi, ça se poursuivait le week-end jusqu'à ce que je ne le vois plus jamais à jeun. Donc on est tombé dans l'alcoolodépendance. Par quelle phase êtes-vous passé en tant que maman, en tant que parent d'alcoolodépendant ? Donc il y a eu plusieurs phases. Il y a eu l'affrontement, il y a eu la colère. J'ai exprimé moi mon désarroi par la colère. Et après j'ai compris qu'il fallait pas que je lui lâche la main, parce que si je continuais dans cette voie-là d'interdit, de reproches, de colère, j'allais le perdre.
il allait partir et j'allais perdre de manière quasi définitive et à l'extérieur, livré à lui-même, j'avais peur de ce qui pouvait se passer. Donc j'ai compris que ça, c'était pas le bon moyen. Donc je suis rentrée dans une seconde phase de dialogue qui était très compliquée pour moi parce que j'étais en colère après lui, même si c'était pas de sa faute et qu'il avait sombré dans la dépendance. C'est une pathologie, c'est une maladie. J'étais très en colère que ça arrive si tôt, que ce garçon qui était si brillant, qui réussissait tout, je le voyais se dégrader de jour en jour. Ça m'était très, très, très en colère et très en peine. Donc j'ai essayé le dialogue. Là, on a pu raccrocher les wagons un peu en parlant. Et en fait, il faisait quand même ce qu'il voulait. Donc, il me tenait informé de ce qu'il faisait à l'extérieur. Il rentrait à la maison tous les soirs, toutes les nuits, pour dormir quand même. Donc, le point de chute était toujours la cellule familiale. Et puis, il y a eu une troisième... On est entré dans une troisième phase qui a été la prise de conscience quand un soir Arnaud en semaine est rentré complètement en état d'ébriété à la maison, ne pouvait plus marcher, plus se tenir debout. Je lui ai dit soit tu acceptes de consulter un spécialiste parce que tu es malade, soit tu t'en vas. Je prenais un très gros risque parce qu'il aurait pu me dire je m'en vais. Il n'était en plus pas dans un état de conscience optimal. Il m'a dit d'accord, j'ai un problème, j'ai un gros problème avec l'alcool. Je sais même pas comment tu fais pour suivre les cours. Il m'a expliqué qu'il arrivait en cours ivre-mort. Qu'est-ce qui change au moment où votre fils rentre en cure? Le fait qu'il ait accepté d'entreprendre une thérapie, ça m'a soulagée. Sauf que le psychiatre addictologue que nous avons consulté n'a pas, je ne sais pas s'il n'a pas mesuré l'ampleur, la gravité de la situation, mais en tout cas, il a posé un diagnostic au bout d'une demi-heure et il a conclu qu'Arnaud n'était pas encore en situation d'alcoolodépendance. Il a dit l'alcool, pour lui, c'est un anxiolytique, donc il s'en sert pour apaiser ses angoisses. Donc pour l'instant, on n'est pas encore tombé dans un système d'addiction vraiment profonde. Il faut aller consulter un psychiatre spécialisé, un confrère dont il nous a donné les coordonnées. Mais Arnaud, il faut y agir maintenant, mais on n'est pas encore au niveau d'une décision de cure de sevrage. Lui était ravi parce que Arnaud était content de savoir qu'il n'était pas encore complètement dépendant. Moi, j'étais vraiment dubitative. Donc, et à partir de là, on a franchi un cap qui est celui de la vraie dépendance puisque les choses se sont aggravées. Et ça a été l'impuissance et le désarroi le plus complet face à ce garçon qui se détruisait, qui n'était plus le fils que j'avais connu, qui était complètement modifié par son addiction, modifié au niveau du comportement. Avec son petit frère, il nous a fait peur, on a eu peur parfois de lui. Et ne sachant pas vers qui me tourner, parce que dans les structures spécialisées, on ne peut pas prendre de rendez-vous pour son enfant, mais devenu adulte. Il faut que ce soit lui qui entame la démarche. Donc j'ai été sidérée, voilà, j'ai eu cette espèce de phénomène de sidération qui m'a envahie et toute l'impuissance qui va avec. Quelle solution avez-vous trouvé pour gérer tout ça, en fait, la vie au quotidien, les émotions, sans vous faire engloutir? Je me suis fait engloutir. C'est un très joli mot, c'est exactement ça. Parce que la maladie, si vous voulez, l'alcool et l'état dépressif ont pris le dessus sur tout le reste. Et Arnaud devenait ingérable, incontrôlable à la maison. Donc on est une famille monoparentale, donc moi seule avec mes enfants. Il y a un papa. Il y a un beau-père, tous ces gens ont été présents quand il a fallu, c'est pas le sujet, sauf que c'est quand même moi qui vivais avec lui. Je comprenais pas ce qui nous arrivait en fait. Je comprends encore pas d'ailleurs, je crois que je mourrai comme ça. Je comprends pas ce qui nous est arrivé. Je me suis laissée submergé par lui, par le garçon qu'il était devenu, avec
son état dépressif et les produits psychoactifs. Hein. On n'a jamais rompu le lien, donc Arnaud me parlait beaucoup, ce qui m'a permis d'écrire ce livre en son nom. Et moi, je me suis retrouvée d'autant plus impuissante que pendant un moment, Arnaud ne voulait plus se soigner. Et donc, à un moment donné, lors d'une énième crise à la maison, une fois où il est rentré dans un état d'ébriété absolu, où j'ai eu peur pour lui, où on a appelé les pompiers voilà, j'avais peur du coma éthylique, il était hospitalisé. Il n'a pas voulu rester parce que majeur, et à l'hôpital, on lui avait proposé de rester pour essayer de traiter des problèmes liés à la dépendance, mais il n'a pas souhaité rester. Donc, j'ai récupéré mon fils le lendemain titubant. Et j'ai essayé de chercher des réponses auprès du corps médical. J'ai essayé de faire en sorte d'être reçue par le médecin addictologue qui l'avait reçu la première fois et qui continuait à voir à peu près régulièrement, mais toutes les portes se fermaient en disant que j'étais pas le patient, c'était pas moi le patient. J'avais pas à savoir de quoi Arnaud souffrait. Et du coup, voilà, du côté du corps médical, j'ai trouvé aucune réponse. Les seules réponses que j'ai trouvées et qui m'ont maintenu, moi, la tête hors de l'eau et qui ont fait que j'ai continué à tenir la main d'Arnaud, comme j'ai pu, ce sont les associations. Donc, il y a eu le groupe ouvert des alcooliques anonymes, que je remercie chaque jour et à chaque fois que je peux le faire, à l'hôpital Saint-Antoine, qui m'ont expliqué ce que c'était que la dépendance, vraiment, parce que moi, je ne le savais pas. Aucun médecin au monde ne m'a expliqué ce qu'était la dépendance aux produits toxiques, comment ça se manifestait et comment on en sortait. Je savais rien de tout ça, toutes les informations que j'avais, je les ai glanées sur Internet. Donc les alcooliques anonymes, donc comme ce sont d'anciens alcooliques mais en rémission, ils m'ont expliqué leur parcours, ils m'ont donné des outils qui m'ont permis d'adopter certaines postures avec Arnaud. Et ensuite, il y a eu l'association Alanon, qui est une association qui agit main dans la main avec les alcooliques anonymes, mais c'est du côté coulisses en fait. Alanon s'occupe des proches de patients en situation de dépendance. Donc vous avez des parents, vous avez des frères et sœurs, vous avez des enfants de parents alcooliques qui viennent là trouver un espace de parole et poser leurs inquiétudes, leurs souffrances, et que si je me laissais happer comme ça par ses démons à lui, j'allais sombrer et que toute la famille sombrerait avec moi. Arnaud à ce moment-là émettait la possibilité de partir de la maison, de vivre seul. J'ai souvent refusé ça, je vais pas faire n'importe quoi. Chez lui, tout livré à lui-même, ça va pas être possible. Et face à la violence en fait de la situation que nous vivions, j'ai accepté qu'il parte de la maison. Donc il est parti. J'ai laissé faire en me disant que j'allais garder un œil sur lui toujours, évidemment. Mais que c'était aussi une manière de protéger son petit frère. Puisque tu veux plus vivre avec nous, puisque la vie dans notre maison t'est insupportable, alors va de ton côté, pas très loin, je suis toujours là, quoi qu'il arrive, je serai là. Je savais pas que j'allais signer son arrêt de mort à ce moment-là. Vous en avez déjà beaucoup parlé, mais on sent de la colère, de l'indignation aussi par rapport à la place qu'on vous a donnée en tant qu'entourage vis-à-vis du corps médical. Au-delà de ça, à votre avis, comment est-ce qu'on devrait faire dans cette relation entourage-médecin? Alors écoutez, il y a quand même une question que je me pose encore aujourd'hui et elle me poursuivra jusqu'à ce que les choses changent, si on arrive à faire changer les choses. Je ne comprends pas comment un médecin, un psychiatre en l'occurrence, peut parvenir à détecter une éventuelle pathologie psychiatrique en se privant de l'éclairage des parents concernant son histoire, sa vie de famille, comment était-il lorsqu'il était enfant, comment peut-on traiter une éventuelle pathologie psychiatrique qui concerne un très jeune adulte, à peine sorti de l'enfance, en se privant de l'éclairage historique des parents. Je n'arrive toujours pas à comprendre, d'autant que
quand on est toxicodépendant, puisque Arnaud au début il y a eu l'alcool mais il y a eu la cocaïne après, en fin de parcours. Très souvent il allait consulter dans un état de conscience altéré, très altéré. Donc comment est-ce que le médecin en face peut poser un diagnostic sérieux en ayant un individu face à lui qui marmonne, qui bafouille, qui sait plus trop où il est, ce qu'il raconte, qui est dans un état de détresse absolue? Comment est-ce que c'est possible? Je crois qu'il faut remettre les parents ou les proches, ça peut être d'autres accompagnants, tous les jeunes qui vont mal n'ont pas toujours leurs parents, donc les frères et sœurs, les proches, les accompagnants, de toute façon, il faut les remettre au cœur du dispositif et créer une alliance entre les accompagnants et les psychiatres pour qu'ensemble on puisse avancer. Il ne s'agit pas de trahir le secret médical, ce qui se dit sous le sceau de la confidence et du secret doit le rester, mais il s'agit d'avancer ensemble pour permettre aux parents d'accompagner au mieux, au moins mal, le mal-être, la souffrance de leur enfant, et pour qu'ensuite, de retour à la maison, parce qu'on a quand même envie avec nos enfants, quand ils ont 18-19 ans, ils sont très souvent encore sous notre toit, pour permettre aux parents aussi d'avoir les outils, les clés qui vont bien, parce que moi je suis pas psy, je suis pas médecin, j'étais juste une maman qui n'a jamais réussi à trouver la bonne posture en fait, parce que j'ai pas eu les informations médicales qu'il fallait pour m'aider à construire une relation qui aille dans le sens de la guérison, pas du tout. Au contraire, j'ai été souvent culpabilisée, on m'a demandé souvent ce que je faisais là, et qu'on m'a dit une fois, une mère, ça sert à appeler le 15, ça sert à appeler le SAMU. Ok, mais en fait, de quoi souffre mon fils? Mais c'est pas votre problème, madame, c'est pas votre problème. Mais si c'est mon problème, parce qu'il vit sous mon toit, parce que c'est mon enfant, parce qu'il est encore jeune, parce qu'il a toute sa vie à construire, parce que je ne sais pas ce qu'il a, l'enfant, lui, comprend qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, une sorte d'opposition, si vous voulez, entre le corps médical et ses parents. Donc, ça crée, à la maison, ça crée deux clans, l'enfant et son médecin, son thérapeute, et le reste de la famille. Donc on vit sous le même toit, mais en fait on n'est pas raccord, on se parle pas, chacun vit sa douleur de son côté. C'est insupportable. Ça ne peut plus continuer à exister. Il faut absolument que les parents puissent être intégrés dans les dispositifs. Absolument. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a un médecin professeur qui est le chef de service du pôle addiction de l'hôpital Sainte-Anne. C'est un des rares à avoir mis en place des consultations famille. C'est-à-dire que même quand vous êtes de l'extérieur, vous êtes un parent, l'enfant n'est pas hospitalisé dans cet établissement, on vous reçoit quand même. Il vous explique ce que c'est que la dépendance. Personne d'autre ne l'a fait pour moi. Malheureusement, c'était trop tard et Arnaud n'a pas voulu poursuivre. Mais voilà, je crois qu'il faut vraiment créer une alliance avec les parents. Du coup, c'est en lien avec ce que vous dites là dernièrement. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut soutenir un proche ayant une addiction, une dépression ou une mélancolie? C'est une question difficile pour moi, parce que je sais ce qu'il ne faut pas faire, mais en fait, je sais toujours pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas lâcher la main, ça c'est sûr. Il faut être à l'écoute, toujours. Il faut essayer de dédramatiser à l'intérieur de soi, de ne pas se laisser gagner par la colère, par la peur de l'individu, ce qui n'est plus celui qu'on a connu. Il faut de toute façon conserver le dialogue, c'est important. Parler du suicide, parce qu'en parler, ça ne fait pas passer à l'acte, contrairement à ce que j'entends régulièrement. C'est tout le contraire. Il faut briser ce tabou-là, même avec ceux qui vont mal et qui sont sur le fil. Avec Arnaud, on en parlait beaucoup. Je lui disais, si tu meurs, je ne suis pas sûre de te survivre. Et on a eu cet échange profond. Il me répondait, la mort n'est qu'un état, c'est rien, on se retrouvera. Donc, si vous voulez, ça n'a pas empêché le passage à l'acte. Je pense que ça l'a retardé. Et puis, le cas de mon fils est particulier parce qu'il ne voulait pas se soigner. Il ne voulait plus. Il voulait arrêter de souffrir. C'est un non-choix. Il n'a pas fait le choix de s'enlever la vie. Il a fait c'est un non-choix. C'était plus possible de continuer à souffrir. Voilà. Donc, je crois qu'il faut parler toujours. Le dialogue,
ne pas se laisser dépasser par la situation, essayer en tout cas à l'intérieur de trouver suffisamment d'apaisement pour continuer à accompagner au mieux, aller consulter de toute façon, c'est sûr, proposer à la personne qui va pas bien de prendre avis dans un premier temps avec le médecin traitant, parce que les médecins traitants sont pas suffisamment formés à ça, pas suffisamment formés à la crise suicidaire, mais ils sont quand même formés aux addictions, formés aux problématiques chez les jeunes, rencontrées par les jeunes. Donc aller consulter le médecin, proposer de rencontrer des associations. Voilà, je reviens sur les alcooliques anonymes qui sauvent des vies tous les ans quand on a un problème avec l'alcool, mais il y a aussi les narcos anonymes quand on a un problème avec la drogue. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà, il y a ces structures-là. Il y a aussi des lignes d'écoute. Il y a l'association Phare Enfants-Parents qui propose une écoute sans jugement et qui oriente vers les services concernés. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, ce que j'avais fait, qui avait fonctionné un temps avec Arnaud, je lui avais glissé incidemment comme ça chez lui sur sa table les coordonnées d'une ligne d'écoute. C'était un genre de SOS ça va pas, quoi. Voilà, laisser à portée de main un élément auquel se raccrocher en cas de crise suicidaire. Ça, c'est important pour prévenir le passage à l'acte. Je sais qu'Arnaud a appelé plusieurs fois ces lignes d'écoute quand ça allait très très mal. Je pense qu'ils ont réussi à le maintenir pour un temps dans la vie. Leur dire qu'on les aime, ça paraît anodin, mais en fait c'est crucial. Dire à celui qui va pas bien qu'on l'aime, ça n'empêchera pas toujours le passage à l'acte, mais ça permettra en tout cas d'avoir une réflexion sur ce qui est en train de se passer. Prendre quelques instants pour juste écouter. L'écoute, ça sauve des vies. Muriel Quereau, merci beaucoup pour cet échange. Votre livre Ne rentre pas trop tard est publié aux éditions Flammarion et est disponible en librairie et sur différentes plateformes d'achat en ligne. Vous pouvez retrouver les différents témoignages de professionnels et de jeunes que nous avons récoltés pour vous sur Fait Tourner. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.